La possibilité de publier sur Reddit de manière anonyme avec un compte jetable, ou du moins un compte où vous ne partagez pas de détails personnels, en fait un endroit plutôt idéal pour que les gens partagent leurs secrets les plus sombres. Aujourd'hui, nous allons aborder un tas des histoires les plus intrigantes et troublantes que j'ai découvertes récemment. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour accéder aux vidéos non coupées et à d'autres avantages. Ou laissez-moi un pourboire en cliquant sur le bouton « Merci » sous cette vidéo. Merci à celles qui y penseront. Cette vidéo abordera divers sujets potentiellement sensibles, notamment le meurtre, la maladie, la mort et le Ku Klux Klan. Discrétion des spectatrices recommandée. Cliquez sur le lien en description pour devenir membre Ko-fi et visionner une version intégrale sans pub de cette vidéo, incluant des passages additionnels non adaptés à YouTube. Il y a environ 2 ans, il y a eu un fil de discussion Ask Reddit intitulé « Quel est le secret le plus troublant que vous ayez découvert sur quelqu'un de proche ?» Ce type de publication est relativement courant sur le subreddit et lorsqu'elles attirent beaucoup d'attention, comme celle-ci, on peut passer des heures à les faire défiler. Voici quelques-uns des commentaires les plus intrigants de la publication. Ma famille, élargie du côté de ma mère, a une étrange habitude de transformer des événements familiaux horribles en histoires drôles à raconter lors des réunions de famille ou autres, je pense principalement comme moyen de gérer le traumatisme. Le jour où mon grand-père a essayé de tirer sur ma grand-mère dans leur salon, alors que les enfants étaient en présent, ou quand ma mère s'est fait battre pour avoir dit que Billy Dee Williams était séduisant, faisait partie de ces histoires, toutes deux racontées lors des fêtes de Noël, même quand j'étais très jeune. Les seules choses qui ne deviennent pas des histoires amusantes sont celles que personne ne sait comment gérer et que tout le monde préfère enterrer, et ce sont des choses dont je n'ai eu que de petits aperçus, probablement pour le mieux. Celle qui ressort le plus, c'est quand ma grand-mère a laissé échapper que mon grand-père faisait partie du Ku Klux Klan, qu'il y participait et qu'il était vraiment fier d'être aussi doué dans ce domaine. Ou quand j'ai découvert plus tard que si je le voyais en grandissant, contrairement à mes cousins, c'était seulement parce qu'il connaissait l'adresse de ma mère mais pas celle de ses autres enfants et que lui rendre visite était notre seule option. Ce qui avait du sens en y repensant, car sa maison et tout ce qui s'y passait étaient, avec le recul, vraiment bizarres. Comme traîner avec les petits-enfants muets de sa nouvelle femme pendant qu'il jouait avec des rats morts habillés en Barbie dans une maison de poupées faite de bois, flotté récupéré, c'était ce genre de bizarrerie. Il y a littéralement tellement de choses à déballer dans ce commentaire. La famille plaisante sur le fait que le grand-père de l'auteur ait essayé de tirer sur sa grand-mère. Je ne sais pas pour les autres, mais dans ma famille, on plaisante plus sur le jour où je suis tombée dans un buisson d'ortie enfant, pas sur la tentative de meurtre de ma grand-mère. Quant à la révélation principale, à savoir que le grand-père de l'auteur faisait partie du Ku Klux Klan, qu'il a littéralement tué des gens et qu'il était fier de ses compétences dans ce domaine. Répréhensible n'est même pas un mot assez fort pour décrire ses actes. Il semble vraiment être une personne absolument abjecte qui ne mérite même pas d'avoir une famille. Un rapide coup d'œil à l'historique des publications de l'auteur laisse supposer, d'après les indices assez trouvés, que son grand-père serait probablement décédé maintenant. Néanmoins, cela vaudrait peut-être la peine qu'elles aillent à la police avec toutes les informations qu'elles ont à ce sujet. Même si le grand-père ne peut plus être puni aujourd'hui, il est possible qu'il y ait encore des membres de la famille des victimes en vie qui pourraient obtenir un certain apaisement en découvrant ce qui s'est passé. En conclusion, je souhaite souligner la dernière phrase du commentaire. Traîner avec les petits-enfants muets de sa nouvelle femme jouant avec des rats morts habillés en Barbie dans une maison de poupées en bois flotté, c'est un niveau de bizarrerie extrême. J'ai dû lire ça au moins 4 fois pour être sûre d'avoir bien compris, et je n'ai toujours rien d'autre à dire à part « mais c'est quoi ce délire ?» Dans le même fil Ask Reddit, un autre commentaire révélait une situation similaire.
J'ai découvert après sa mort que mon grand-oncle était un grand sorcier dans le Ku Klux Klan. J'ai ouvert un coffre dans son grenier avec des photos de rassemblements, de lynchages et de croix brûlées, toutes prises dans une région rurale de l'Alabama. Nous avons vraiment été horrifiés par cette découverte et nous avons soudain compris pourquoi il était si négatif envers son infirmière noire en soins palliatifs, qui était pourtant gentille et attentionnée avec lui et la famille. Modifiez-le, puisque beaucoup d'entre vous veulent continuer à me traiter de raciste et à me dire à quel point j'ai tout gâché en brûlant tout. Nous, c'est-à-dire ma famille, j'avais 16 ans à l'époque et je n'avais pas vraiment mon mot à dire sur ce que les adultes ou les aînés décidaient. Submergés par une honte intense face à notre découverte, nous avons décidé de tout brûler. Nous avons organisé des veillées de prière dans notre église locale pour les personnes touchées par cette haine. Si j'avais été plus âgée, j'aurais peut-être envoyé certaines des photos les plus accablantes à des personnes capables d'apporter une forme de clôture aux victimes. J'ai publié ce message au risque de ne plus être accepté dans ma famille, car ils considéreraient toujours cela comme une façon de romantiser ces actes. Pour ma famille, prononcer simplement son nom représente déjà un grand risque pour ta place dans les testaments ou même pour rester membre de la famille. Donc oui, j'ai vraiment l'impression qu'il est trop tard parce que tout ce que je sais, c'est que mon oncle a été membre du Ku Klux Klan pendant une durée inconnue avant 1950. Ma famille a toujours été fière d'être très inclusive envers les autres races et origines ethniques. Mon arrière-grand-père de la 7e génération était membre du chemin de fer clandestin. Plusieurs de mes grands-tantes et grands-oncles étaient des figures de proue très engagées du mouvement des droits civiques. Ils ont réagi comme le ferait toute personne avec un tel héritage dans un moment de choc. Ils ont tout détruit. Blâmez-les, si vous voulez, mais arrêtez de me blâmer, s'il vous plaît. Je n'ai pris aucune décision et pour moi, il est trop tard pour signaler quoi que ce soit parce que je n'ai aucune information utile sur quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps pour moi. Je présente sincèrement mes excuses à tous ceux qui voient leur chance de tourner la page partir en fumée, mais je peux vous assurer que vu le nombre d'autres membres du clan que j'ai vus sur ces photos, il est certain que certaines de leurs familles ont déjà soumis des preuves après leur décès. Mon oncle a littéralement été effacé de l'histoire de notre famille, allant même jusqu'à retirer sa pierre tombale pour que les gens ne puissent pas lui déposer de fleurs. Tout d'abord, c'est vraiment dommage que les gens blâment l'auteur pour cela alors qu'elle n'avait que 16 ans, et il semble très clair qu'elle condamne totalement les actes de son oncle. Je crois que les aînés de la famille auraient dû s'occuper des photos, mais peut-être n'y ont-ils simplement jamais pensé. Une personne a commenté, je cite, « Il existe de nombreux groupes qui créent des chronologies et rassemblent des archives pour les familles noires du Sud. Si vous n'avez pas détruit les images, vous devriez envisager de contacter un groupe pour enquêter sur ces liens. » Édition. Si vous trouvez ce commentaire terrible car il n'a pas été soumis à des historiennes, arrêtez. Beaucoup de groupes d'historiennes noires ne sont pas très connus en dehors de la communauté noire. Mon instinct me pousserait aussi à tout brûler. Avec le recul, c'est facile à dire, mais honnêtement, je ne sais pas quelle aurait été ma première réaction si j'avais été à cette place. Mais je comprends parfaitement qu'on puisse être tellement dégoûté qu'on veuille juste tout détruire pour essayer d'effacer ces images horribles de son esprit. Si l'autrice décidait de contacter l'un de ces groupes d'historiens, il y aurait peut-être encore des informations utiles qu'il pourrait fournir. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. En ce qui concerne son infirmière en soins palliatifs envers qui il était négatif, ce détail m'a vraiment attristé, mais un commentaire a offert une perspective différente à ce sujet, je cite. Infirmière en soins palliatifs, ici, il est probable que l'infirmière de votre oncle ait bien vu qu'il était raciste à fond et qu'elle ait vraiment pris plaisir à le traiter avec gentillesse jusqu'au bout, sachant pertinemment que ça le rendait fou de devoir accepter de l'aide de sa part. J'espère vraiment que c'est le cas. L'autrice du post a répondu « Elle l'a peut-être fait, tu sais. » On pensait que le racisme de tonton venait de la démence, comme s'il avait une sorte de syndrome de la tourette raciste, mais c'est possible qu'elle ait su depuis le début et qu'elle était gentille avec lui par pure méchanceté. Nous étions gentils avec elle car elle était très serviable malgré son état. Il est mort d'un cancer de la vessie, elle était pratiquement une aide-soignante à domicile pendant les 4 derniers mois de sa vie.
Ça a probablement dû le rendre furieux pendant les 4 derniers prochains mois de voir cette femme ne pas être dérangée par ses insultes et se lier d'amitié avec sa famille. Le prochain secret que nous examinerons était aussi présent sur le même post, je cite. « Elle était ma meilleure amie depuis 7 ans. Nous avions tout traversé ensemble. J'ai déménagé dans un autre état avec mon mari actuel, mais elle nous a convaincus tous les deux de revenir pour être plus proches d'elle après environ 1 an. Nous n'avions pas vraiment d'attache dans l'état que nous avions essayé, alors on s'est dit « tant pis, retournons là-bas ». Elle fait pratiquement partie de la famille. Nous étions tous tellement heureux d'être réunis. Elle dînait chez nous quasi tous les soirs. On riait, discutait et s'amusait énormément. La plus belle année de ma vie. Progressivement, elle a tenté de monter mon mari et moi l'un contre l'autre. Chaque fois que nous avions une dispute, comme tous les couples, elle envoyait un message à chacun de nous pour nous dire à quel point nous avions raison, essayant de créer de l'animosité entre nous deux. Avec moi, elle a commencé à parler du fait qu'elle avait un plan B pour nous, que si mon mari et moi n'arrivions pas à faire fonctionner notre couple, je pourrais emménager avec elle et que nous vivrions heureuses ensemble. Avec mon mari, elle a commencé à parler de ses problèmes d'infertilité et à dire qu'elle voulait avoir un enfant exactement comme lui, qu'il lui suffisait juste d'un donneur de sperme. Mon mari et moi avons comparé nos messages presque simultanément et compris la situation. Elle voulait prendre son sperme et avoir un bébé avec moi. Quand on l'a confrontée à ce sujet, elle a refusé d'admettre quoi que ce soit et a commencé à s'en prendre à nous deux. La situation a dégénéré au point où elle venait à l'improviste, frappait à la porte et exigeait une place chez nous. L'expérience était si terrifiante et angoissante que nous avons dû déménager et changer de numéro de téléphone. Je suppose que c'est si troublant parce que je n'avais jamais eu une amie comme elle pour finalement découvrir qu'elle, elle tenait à moi, mais d'une manière tellement malsaine et effrayante. Mais oui, voilà mon histoire. Mon mari et moi allons très bien maintenant, au fait. C'est absolument fou. C'est tellement bizarre et franchement tellement triste que l'autrice ait été la meilleure amie de cette femme pendant 7 ans et que tout ce temps, elle n'ait jamais vu sa vraie nature jusqu'à ce qu'elle tente un coup aussi insensé. Ça montre bien qu'on ne connaît pas vraiment les gens ni de quoi ils sont capables, peu importe à quel point on pense être proche d'eux. Je me demande aussi s'il n'y a pas eu d'autres événements dans la vie de l'autrice qui auraient été orchestrés par cette femme, car je doute fortement qu'elle ait agi totalement normalement pendant 7 ans, puis qu'elle ait soudainement changé du jour au lendemain. Peut-être que c'est la première fois qu'elle a été aussi audacieuse, mais je parie que si l'autrice repensait vraiment à son passé avec cette amie, elle pourrait probablement faire des liens et se rendre compte qu'il y a eu d'autres moments où l'amie a essayé de la saboter pour son propre intérêt. Je n'ai aucune idée si l'amie avait réellement des sentiments romantiques pour l'autrice ou si elle était simplement une amie extrêmement possessive. En tout cas, elle était visiblement jalouse du mariage de l'autrice et désirait l'avoir pour elle seule. Dieu merci, l'autrice et son mari ont compris ce qui se passait au lieu de laisser cela détruire leur mariage. Ce serait déjà terrible en soi, mais je pense sincèrement que l'autrice n'aurait pas été en sécurité avec cette femme si elle avait accepté d'emménager avec elle et de suivre son plan. Le fait qu'elle harcelait littéralement l'autrice et son mari après qu'ils l'ont confrontée montre qu'elle est une personne dangereuse et Dieu seul sait ce qui aurait pu arriver si elle s'était retournée contre l'autrice alors qu'elle était seule avec elle dans une situation vulnérable. Le prochain secret que nous allons aborder se lit comme suit. Les 24 heures avant que mon père ne meure, d'un cancer du poumon au stade 4, il était aux urgences puis en soins intensifs et nous n'avons pas pu être avec lui à cause des règles coronavirus disease de l'hôpital. Ma mère, ma sœur et moi avions tenté de le joindre toute la journée sans succès. Ma mère a même appelé l'hôpital et a parlé à l'une de ses infirmières en soins intensifs qui a dit qu'il était réveillé et communiquait normalement. Il est mort rapidement le lendemain à 3h30 du matin. Nous avons été autorisés à son chevet, mais il n'était plus conscient. Nous lui avons dit au revoir et il est parti. Plus tard, ce matin-là, pendant que ma mère dormait, j'appelais les services de crémation pour organiser la récupération de son corps à l'hôpital et je passais en revue son sac d'affaires que l'hôpital nous avait rendu.
Son téléphone était là-dedans et je voulais relire tous nos messages et trouver un peu de réconfort dans mes derniers mots pour lui. J'ai ouvert son téléphone et aucun de nos messages n'avait été lu, ni les miens, ni ceux de ma mère, ni ceux de mes sœurs. J'ai trouvé cela tellement étrange, mais je me suis dit qu'il devait tellement souffrir qu'il n'avait pas la force de les lire. En faisant défiler ces applications, j'ai remarqué une appli de messagerie dont j'avais vaguement entendu parler. Je ne me souviens plus du nom, mais elle fonctionne essentiellement comme WhatsApp. J'ai ouvert l'application et j'ai vu un seul contact avec un prénom féminin. J'ai commencé à lire et j'ai réalisé que mon père discutait avec cette fille toutes les heures, depuis 24 heures, et aussi loin que je pouvais remonter dans la conversation. Il l'appelait princesse et lui disait qu'il l'aimait et elle disait qu'elle avait peur pour lui et voulait savoir ce qui se passait, pourquoi il était aux urgences, etc. J'ai remonté suffisamment loin pour comprendre que c'était au minimum une relation émotionnelle qu'il avait avec cette personne. Ma peine a été complètement éclipsée par la douleur et la colère, et une semaine plus tard, j'ai retrouvé la fille et je lui ai parlé par message privé et j'ai découvert qu'elle avait 19 ans. Ils se sont rencontrés quand elle avait 17 ans. Il était son chauffeur de bus scolaire et elle m'a dit qu'ils sortaient ensemble depuis presque 2 ans. Mon père avait 66 ans quand il est mort et il sortait avec quelqu'un de plus jeune que ses petits-enfants, quelqu'un qu'il a choisi pour passer ses derniers instants et dire ses derniers adieux. J'espère que ça l'a rendu heureux, mais c'est vraiment un sale secret à porter pour le reste de ma vie. Un secret qui va à jamais assombrir toute ma relation avec mon père, sans aucune chance de jamais pouvoir lui en parler. C'est le seul secret que j'aurais aimé ne jamais connaître. Je n'ose même pas imaginer à quel point ça a dû être dévastateur pour auteur du post de découvrir ça. Ce serait déjà assez grave de découvrir qu'il avait une liaison, encore pire d'apprendre que c'était avec une jeune femme de 19 ans qui en avait 17 quand ils se sont rencontrés, et encore plus terrible de découvrir qu'il lui parlait tout le temps avant de mourir tout en ignorant sa femme et ses enfants. Honnêtement, je ne comprends vraiment pas pourquoi il a fait ça à ses enfants. Je veux dire, il ne tenait visiblement pas tant que ça à sa femme s'il l'a trompée, mais pourquoi ignorer aussi les enfants ? Ils étaient déjà bouleversés que leur papa soit en train de mourir, et en plus, ils se retrouvent à se demander pourquoi il ne veut même pas leur parler pendant ces dernières heures. Il devait bien se douter que quelqu'un finirait par fouiller dans son téléphone et découvrirait les messages avec cette fille de 19 ans. Ça te fait un peu te demander s'il voulait que sa famille découvre la vérité, mais seulement après sa mort, pour ne pas avoir à affronter les conséquences. On dirait presque une confession sur son lit de mort. Et il ne faut surtout pas passer sous silence l'âge de sa maîtresse. Le fait qu'elle avait 17 ans quand ils se sont rencontrés et qu'il était son chauffeur de bus scolaire donne vraiment l'impression qu'il l'a probablement manipulée. On dirait que l'auteur n'en a pas parlé à sa famille, et aussi difficile que ce soit, de garder un secret aussi horrible pour soi, c'est probablement mieux ainsi pour la famille. Si j'étais la maman, j'aurais voulu le savoir avant qu'il ne meure. Mais après, je préférerais sans doute ne jamais l'apprendre. Pareil si j'étais la sœur de l'auteur. Il est mort, donc il n'y a aucune forme de clôture qu'il pourrait vraiment obtenir de la situation et l'apprendre ne ferait que ternir leurs souvenirs. C'est juste dommage que ce soit déjà le cas pour l'auteur cependant. J'aimerais bien connaître votre avis dans les commentaires cependant. Voudriez-vous savoir ou pas ? J'espère sincèrement que l'auteur va bien et qu'il arrivera à passer à autre chose. Le dernier secret que nous allons aborder dans ce post Ask Reddit est le suivant. Ce ne sont pas vraiment des secrets confiés, mais des commentaires sur une affaire de meurtre dans le Midwest américain. Tout ce que je vais dire, c'est qu'un membre de ma famille très proche a régulièrement fait des commentaires sur un meurtre particulier qui a eu lieu dans la région où il a grandi. Les meurtriers ont été arrêtés, mais je crois que peu ou pas de restes ont été retrouvés et au cours de l'enquête, on a découvert que les victimes avaient été données à manger aux cochons. Les commentaires de mon membre de famille ont toujours été vagues et ne l'incriminent en rien, ni n'apportent de nouvelles informations, mais cela m'a toujours troublée, non seulement à cause de la régularité inhabituelle avec laquelle il en parle, mais aussi à cause du ton sérieux et presque secret qu'il emploie, ce qui me donne l'impression qu'il pourrait en savoir plus qu'il ne le laisse paraître, que ce soit de première ou de seconde main. Pour être franc, les rumeurs se propagent rapidement dans l'Amérique rurale. Ça n'aide pas qu'au moment des meurtres,
Ce membre de ma famille travaillait dans un abattoir dirigé par un autre membre de la famille, un autre personnage intéressant et ancien motard qui prend toujours plaisir à mettre tout le monde mal à l'aise en entrant dans les détails sanglants du processus d'abattage de différents animaux, y compris des cochons, généralement à table. Quoi qu'il en soit, cette personne a toujours été passionnée par les faits divers et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de meurtres dans la région où elle a grandi, ce qui pourrait expliquer sa fascination. Je n'arrive tout simplement pas à me défaire de l'impression qu'ils savent quelque chose et qu'ils aimeraient en parler un jour. Peut-être que je les pousserai un peu la prochaine fois que je les verrai. Il y a quelque chose de très étrange à ce propos. Ce n'est pas comme si le membre de la famille auteur du post avait carrément avoué quelque chose de louche, mais ces commentaires vagues donnent à auteur du post une impression étrange, comme s'ils en savaient plus. D'une certaine manière, cette position pourrait être pire que s'ils avaient avoué franchement. Être entouré de quelqu'un envers qui tu as un mauvais pressentiment sans preuve concrète est inconfortable, surtout s'il s'agit d'un proche que tu ne peux pas éviter. Au moins, avec des certitudes, tu pourrais agir, mais là, tu te sens juste mal à l'aise en sa présence. Auteur du post a modifié son commentaire pour inclure un lien vers une publication sur le subreddit Unresolved Mysteries à propos des meurtres. Le voici. Nous sommes en 1985. David Thiel et Brian Onjan étaient des citadins qui se sont rendus dans la ville rurale de Mayo, au nord du Michigan, pour aller chasser un week-end de novembre, mais ils ne sont jamais revenus. Il a encore été rapporté qu'ils avaient croisé la route du clan Duval, les durs à cuire, et de leurs associés dans un bar malfamé. Une dispute verbale a éclaté et s'est transformée en bagarre sur le parking. Les deux victimes ont été battues à mort à coups de batte de baseball et leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Deux hommes, Jean-Raymond Duval et Donald Coco Duval, ont été condamnés principalement sur la base du témoignage d'une témoin qui affirmait avoir assisté à la bagarre, une femme alcoolique nommée Barbe Boudreau qui vivait à portée de vue de la scène du crime. Des preuves de type oui-dire ont également joué un rôle dans la condamnation des Duval, les deux hommes se vantant, sous l'emprise de l'alcool, auprès de leur connaissance d'avoir tué les deux hommes et d'avoir donné leur corps à manger aux cochons. Bien qu'aucune preuve directe ne les relie au crime, les deux frères ont été condamnés à la prison à vie 18 ans après les faits. Les corps des victimes n'ont jamais été retrouvés, pas plus que leur voiture, qui aurait été mise à la casse pour pièces détachées. Les commentaires sur ce post sont assez pertinents. Quelques personnes qui habitent près de la région parlent de la réputation de Raymond et Donald qui ont été condamnés pour les meurtres, laissant entendre en gros qu'il n'est pas surprenant qu'ils aient été reconnus coupables. Des recherches supplémentaires Pravandinwal m'apprennent qu'ils venaient d'une famille élargie de criminels et que les habitants du coin avaient tendance à les éviter autant que possible. David et Brian, évidemment, ne savaient pas cela et apparemment, ils sont arrivés au bar en étant bruyants et désagréables, se faisant remarquer pour toutes les mauvaises de raisons. Barbara Klimek, qui était au bar ce soir-là, a affirmé que l'un d'eux l'avait tripoté, puis que l'autre était ensuite passé près d'elle de manière inappropriée. Lorsque Raymond et Donald sont arrivés, ils ont confronté David et Brian après avoir entendu dire qu'ils harcelaient une serveuse, ce qui a provoqué une bagarre. Plus tard, Barbara a dit que l'un des Duval ou un ami lui avait donné quelques bières, lui avait dit de rentrer chez elle et avait ajouté « Tu n'as rien vu et tu ne sais que rien ». Poca. Elle et son ami sont retournées chez elle en voiture, mais lorsqu'elles ont entendu des cris dehors, elles ont décidé d'aller voir ce qui se passait. C'est à ce moment-là qu'elle aurait été témoin des meurtres. David et Brian ont été battus violemment par un groupe d'hommes à coups de poing, de pied et avec une batte, tandis que Brian était maintenu par deux agresseurs. Les corps ont été mis dans un camion et Barbara et son ami sont rentrés en courant chez elle. Peu de temps après, un homme qu'elle ne connaissait pas a frappé à sa porte et lui a dit « Tu n'as rien vu et tu ne sais rien. Si jamais tu ouvres la bouche, tu seras tué. Les cochons doivent à manger aussi. » Ce n'est que des années plus tard qu'elle s'est confiée à une amie sur ce qu'elle avait vu et cette amie a prévenu la police. Un détective est venu chez elle et au début, elle hésitait à dire quoi que ce soit, puis finalement, elle lui a parlé de la bagarre dans le bar. 2 ans et demi plus tard, elle a finalement admis auprès de lui qu'elle avait été témoin des meurtres eux-mêmes.
L'affaire a finalement été portée devant les tribunaux et Barbara, aux côtés de 6 autres personnes, a témoigné contre Raymond et Donald, même si, comme le disait le post Reddit, il n'y avait aucune preuve concrète en dehors du témoignage oculaire de Barbara et des autres qui affirmaient avoir entendu des aveux. Revenons au commentaire initial selon lequel un membre de la famille Dopey pourrait avoir des informations sur le crime. Malgré l'absence de preuves matérielles, il semble généralement admis que Raymond et Donald étaient coupables des meurtres. Mais si le témoignage de Barbara était exact, on dirait qu'il y avait plus que ces deux-là impliqués. Elle a dit que 2 hommes avaient maîtrisé Brian pendant qu'un autre frappait David. Elle a aussi dit qu'elle ne connaissait pas l'homme qui était venu chez elle pour la menacer, donc ce n'était apparemment ni Raymond ni Donald, mais c'était sans doute quelqu'un qui était directement impliqué dans le meurtre. Je me demande donc si le membre de la famille des auteurs du post sait qui étaient les autres hommes impliqués, ou même s'il ou elle était lui-même impliqué, même s'il ou elle n'était pas celui ou celle qui a réellement battu les victimes à mort. J'aimerais vraiment savoir exactement ce que cette personne a dit à auteur du post qui lui a fait penser qu'elle savait quelque chose, mais malheureusement, auteur du post ne l'a jamais précisé dans le commentaire ni après, donc je suppose qu'on ne peut que l'imaginer. Les prochains secrets dont nous allons parler viennent du subreddit Confessions et le premier s'intitule « J'ai craqué et j'ai simulé une grossesse de la pire façon possible ». Il disait « J'ai vécu 4 ans avec mon petit ami. Nous avons eu des discussions récurrentes sur le mariage. Il a fait sa demande, puis s'est rétracté quelques semaines après. Je l'ai quitté et suis retourné dans mon état natal à plus de 6000 km de là. 3 mois plus tard, il a appelé, il me manquait, il m'aimait toujours, il regrettait d'avoir annulé nos fiançailles et il m'a redemandé en mariage. Sceptique au début, nous avons parlé pendant 7 heures et il m'a convaincu qu'il était prêt à se marier. Je lui ai dit qu'on allait y réfléchir pendant la nuit, que je l'appellerais le lendemain et que s'il était sincère, il répondrait au téléphone, sinon il ne le ferait pas. Il a répondu et nous avons fixé la date du mariage 6 semaines après. J'ai commencé à faire des plans, mais il est soudainement devenu silencieux. Après 2 semaines, il a finalement admis qu'il n'était encore pas prêt et il a annulé. 4 ans plus tard, je reçois un appel inattendu. Il est en ville pour affaires. Est-ce qu'on peut se voir ? Après tout, pourquoi pas ? J'ai tourné la page, alors allons-y. On s'est retrouvés pour un verre et rattrapé le temps perdu. Je lui ai demandé ce qui s'était passé lorsqu'il a rompu nos fiançailles. Il a avoué avoir toujours regretté cela et avoir voulu s'excuser, mais il a eu peur de m'appeler. Malgré tout, il n'a jamais cessé de m'aimer. Annuler nos fiançailles a été son plus grand regret avec celui de ne pas avoir eu d'enfant avec moi. Il avait toujours rêvé d'un fils. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Je lui ai dit que j'étais enceinte quand je l'ai quitté, que je l'étais la nuit où il m'a appelé pour me demander en mariage, mais je n'ai jamais voulu qu'il m'épouse à cause de ça, alors je ne lui ai rien dit. Quand il a finalement rompu avec moi, j'ai décidé de faire adopter le bébé. Plus tard dans la nuit, j'ai fait une fausse couche. C'était un garçon. Il a quitté la table, visiblement mal en point. Je lui avais menti sur ma grossesse inexistante. Je voulais lui faire autant de mal qu'il m'en avait fait sans jamais l'avoir prévu. L'idée ne m'a jamais traversé l'esprit. J'ai juste craqué en sachant que le fait d'être la cause de la perte de son fils le dévasterait. Je ne l'ai jamais revu et ne lui ai jamais avoué la vérité. Mise à jour, merci pour vos retours. Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait parce que ce n'est vraiment pas dans mes habitudes, monsieur. Mais quand il a dit ce qu'il a dit, je ne peux l'expliquer autrement que par le fait que j'ai simplement craqué. En voyant comment il a réagi, il est devenu physiquement malade. J'ai su instantanément que ce que j'avais dit l'avait dévasté, et à ce moment-là, je l'ai vraiment regretté, mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Avec le temps, j'ai voulu lui dire la vérité, mais je n'y arrivais pas. J'ai appris récemment qu'il était mort, et maintenant je ne peux plus. Donc, c'est difficile. Je ne pense jamais qu'il soit acceptable de simuler une grossesse ou une fausse couche. En plus des dégâts que ce mensonge peut causer, c'est aussi incroyablement insensible envers toutes les femmes qui ont réellement vécu cela. Cela dit, je ne vais pas dire que l'autrice du post est une mauvaise personne pour autant. Elle a été maltraitée par cet homme pendant des années, et des situations comme celle-là peuvent te pousser à faire des choses insensées. Elle a pris une très mauvaise décision dans un moment très émotionnel et elle l'a immédiatement regretté.
Je pense que nous avons tous déjà dit ou fait quelque chose dans un mauvais état d'esprit, quelque chose qu'on ne pensait pas vraiment ou qu'on a regretté par la suite. Bien sûr, l'auteur aurait pu corriger cela dans une certaine mesure en avouant le mensonge du vivant de son petit ami. Ça aurait été la bonne chose à faire, mais n'oublions pas qu'il n'avait clairement aucune considération pour elle quand ses actions lui ont fait du mal. Il l'a énormément déçue au moins 2 fois et n'a même pas eu la décence, après la première fois, de simplement la laisser tourner la page et trouver quelqu'un de plus fiable. Son comportement était un énorme signal d'alarme et je ne serais pas surprise que la 2e fois qu'il s'est désisté de la demande en mariage, il savait depuis le début qu'il n'en voulait pas. On dirait vraiment qu'il jouait délibérément avec elle. Annuler un mariage une fois va bien sûr être dévastateur pour ta fiancée, mais je comprends que les gens font des erreurs, que les sentiments changent. Il vaut mieux annuler avant le mariage que d'épouser quelqu'un dont tu n'es pas sûr, mais à ce moment-là, tu laisses cette personne partir. Tu ne fais pas ce que le petit ami de l'auteur a fait, revenir, redemander en mariage, juste pour refaire exactement la même chose. Et même là, il n'avait pas fini. Après 4 ans, suffisamment longtemps pour qu'elle passe à autre chose, il a décidé de la provoquer à nouveau. Auteur du post a dit dans un commentaire qu'il savait qu'elle avait déjà commencé à planifier le mariage. Elle avait tout raconté à ses amis et à sa famille, réservé la salle et le traiteur et acheté sa robe. Je ne sais pas si tout cela était juste un étrange trip d'ego pour lui ou s'il prenait simplement plaisir à essayer de l'humilier. Dans tous les cas, ce n'est absolument pas un comportement normal et encore une fois, même si je ne cautionne pas que l'auteur ait menti sur quelque chose d'aussi grave, peut-on vraiment lui reprocher d'avoir craqué après que cet homme ait déjà gâché des années de sa vie, puis soit revenu pour en gaspiller encore plus sans aucune considération pour ses sentiments ? En plus, on dirait qu'il essayait d'enfoncer le couteau dans la plaie lors de leur dernière rencontre en lui disant qu'il ne l'avait jamais cessé d'aimer et qu'il avait toujours voulu un fils avec elle. Je déteste le dire, mais si elle ne lui avait pas dit ça, il aurait probablement continué à essayer de revenir dans sa vie et à la faire souffrir encore et encore. Fait intéressant, beaucoup de commentaires pour la soutenaient totalement, disant surtout que c'était une réaction féroce, mais qu'il a eu ce qu'il méritait. Je suppose que ce post montre bien qu'il n'y a rien de pire que la colère d'une femme trahie. Le post suivant s'intitulait « Mon père a éliminé mon père biologique et ma mère n'est pas au courant ». Je devrais préciser que par « éliminer », ils veulent dire tuer, pas autre chose. Bref, le message disait « Désolé pour le titre, mon père a mis fin à la vie de mon père biologique. J'ai été adoptée à la naissance et considère ceux qui m'ont élevée comme mes vrais parents. Pour des raisons évidentes, je vais omettre certains détails car ce compte est jetable. Aussi, certains détails peuvent être confus car il s'agissait d'une confession alcoolisée de mon père après une longue nuit et des problèmes familiaux. Mais je le connais et les grandes lignes sont vraies, les détails plus précis peuvent être un peu approximatifs. Il m'a aussi raconté cela il y a environ 6 ans. Cela s'est passé au début des années 2000, donc mes parents essayaient d'avoir un enfant depuis presque une décennie. Après de multiples fausses couches et beaucoup de chagrin, mes parents ne pouvaient plus avoir d'enfant. Mon père est rentré à la maison après son travail à l'hôpital et a trouvé ma mère allongée sur un lit couvert de sang. Après un trajet rapide à l'hôpital, ils ont découvert sa fausse couche et son artère rompue. Ils ont réussi à la sauver, mais elle est devenue stérile. Après une bonne convalescence, mes parents ont décidé que, ne pouvant pas avoir d'enfants, ils allaient simplement faire la fête et s'amuser. Ils sont partis en croisière, ont acheté une Corvette, tout le tralala. Eh bien, ma mère travaillait dans la fonction publique, c'est tout ce que vous devez savoir. Et quand ils sont revenus de la croisière, une collègue lui a demandé si elle était toujours intéressée par l'idée d'avoir un enfant. Elle a répondu oui, mais pourquoi ? Et la collègue lui a expliqué qu'un enfant allait bientôt naître, que le père avait plusieurs mandats d'arrêt et que la mère ne pouvait pas élever l'enfant. Toxicomanes, ils avaient un long passé judiciaire. Elle en a parlé à mon père et ils ont décidé de m'adopter. Quelques semaines passent, les papiers nécessaires avaient été remplis et je suis née. Mes parents étaient là le jour de ma naissance. Quand je suis née, une des infirmières, qui savait que j'étais un bébé adopté, a dit à mes parents de me prendre et de partir dès qu'ils le pouvaient parce que j'étais un bébé blonde aux yeux bleus. C'était sans doute important à l'époque, mais je n'en suis pas certain. C'est ce qu'ils ont fait. Dès que possible, ils m'ont ramenée à la maison.
Alors que les parents biologiques ont 3 mois pour changer d'avis après avoir confié leur enfant, cela faisait 2 mois et demi que mes parents m'avaient eu et ils n'auraient pas pu être plus heureux. Mais un jour, mon père reçoit un appel de mon père biologique. Mon père biologique voulait me récupérer et il a dit à mon père qu'il allait me reprendre, qu'il devait se retrouver quelque part, signer des papiers et me remettre. Quelque chose dans ce genre-là. Alors mon père dit d'accord, retrouve-moi ici à un endroit près d'un lac. Mon père n'en a jamais parlé à ma mère non plus. Il disait qu'il ne l'avait jamais vue aussi heureuse et qu'il ferait n'importe quoi pour la garder heureuse. Mon père et mon père biologique se rencontrent un soir quelque part. Mon père ne m'a jamais donné plus de détails que ça. Mais la dernière chose qu'il a dite avant de mettre fin à la conversation, c'était « Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles d'elle, ma mère biologique, et il est probablement toujours au fond du lac. » Son expression montrait qu'il était sincère. Rappelez-vous qu'aucune des 2 mamans n'était impliquée. Ma mère n'est pas au courant de ça et je ne sais pas ce que pense ou sait ma mère biologique. Mon père et moi n'en avons jamais reparlé depuis et c'est tout ce que je sais. Il faut admettre que parmi tous les secrets dont on parle dans cette vidéo, c'est probablement celui dont je doute le plus. Je ne comprends pas comment le père biologique aurait pu obtenir le numéro du père adoptif. Normalement, le contact serait facilité par une agence. Je suppose que ce n'est pas impossible que le père biologique l'ait retrouvé, surtout si c'était une petite ville, ou vu que les parents adoptifs ont pris hauteur du poste directement à la maternité, il est logique que le père biologique sache où le bébé allait naître et qu'il ait peut-être pu se présenter à un moment où les parents adoptifs étaient là. Mais si c'est vrai, je me demande si l'adoption était vraiment aussi légale que auteur du poste l'a cru. J'imagine un scénario possible où la mère biologique voulait faire adopter auteur du poste, mais avait peut-être besoin d'argent, donc au lieu de passer par la voie cash et officielle, elle a trouvé d'une manière ou d'une autre les parents adoptifs et a accepté de leur confier auteur du poste en échange d'argent. Le père biologique n'y était peut-être pour rien et quand il a découvert ce qui s'était passé, il a contacté les parents adoptifs et exigé qu'ils rendent auteur du poste, sinon il irait à la police. Dans ce cas, je doute qu'il y ait eu des papiers à signer. Le père adoptif a probablement juste dit au père biologique de le retrouver quelque part près du lac sous prétexte de lui rendre son bébé, alors qu'en réalité, il prévoyait de le tuer pour que rien de tout cela ne s'ébruite. La mère biologique ignorait peut-être le sort du père biologique, supposant qu'il était passé à autre chose ou retourné en prison, ou bien elle savait que quelque chose n'allait pas, mais craignait d'aller voir la police par peur d'avoir des ennuis pour avoir vendu son bébé. Cela peut paraître invraisemblable, mais de tels événements se sont déjà produits auparavant. Il est même possible que les parents adoptifs, peut-être en particulier le père, aient en réalité contraint la mère biologique à abandonner son bébé, peut-être en la menaçant ou en la faisant chanter. Le père adoptif a peut-être laissé échapper l'aveu du meurtre alors qu'il était ivre. Il voulait peut-être même en parler à quelqu'un pour soulager sa culpabilité, mais il n'allait probablement jamais dire toute la vérité. Si vous avouez avoir tué le père de quelqu'un, cela paraît sans doute beaucoup mieux de présenter les choses comme si le père était un criminel toxicomane qui aurait été un parent terrible, et que vous l'avez tué pour protéger le bébé, plutôt que d'admettre que vous avez participé à une adoption illégale dans son dos et que vous l'avez tué pour sauver votre propre peau. L'histoire exacte que l'autrice a racontée ne tient tout simplement pas vraiment la route, et comme je l'ai dit, cela pourrait être parce qu'elle a été inventée pour obtenir des points sur Reddit, mais cela pourrait aussi être parce que l'autrice a été trompée au sujet de son adoption et que la vérité est encore plus sinistre. Ce secret provient d'un autre fil de discussion Ask Reddit. Quel est le secret que tu ne peux dire à personne parce qu'il pourrait probablement ruiner ta vie ? Il disait: je suis en train de mourir, mais je vais le garder pour moi aussi longtemps que possible. Modifié. Oh, j'ai bêtement pensé que ça passerait inaperçu dans une avalanche de Reddit, qu'il y aurait juste 2 remarques désinvoltes. Je ferais mieux de clarifier quelques points. Tout d'abord, je suis vraiment désolée d'avoir ravivé autant de souvenirs chez ceux qui ont déjà vécu ça. Ce n'était pas mon intention, je vais expliquer un peu plus loin. Voilà la situation. J'ai le virus de l'immunodéficience humaine, ça fait longtemps maintenant, et même si c'était vraiment difficile au début, une fois que ça a été maîtrisé, c'était surtout embêtant. Mais l'année dernière, j'ai commencé à tomber souvent malade, et il s'avère que mes médicaments ne fonctionnent plus aussi bien. Les suivants non plus.
Le traitement actuel semble suivre la même voie. Bien sûr, il y a une chance qu'un des prochains médicaments fonctionne bien et que je redevienne normale, mais pour l'instant, ma charge virale incontrôlable et ma chute du nombre de cellules T réduisent probablement mon espérance de vie à quelques années seulement. Ce n'est pas aussi dramatique qu'un diagnostic de cancer de stade 4 avec seulement quelques mois à vivre, et bien sûr, il se peut encore que je m'en sorte si on trouve un médicament qui fonctionne, mais oui, c'est une réalité. Quant au fait d'en parler à mes proches, eh bien, la plupart d'entre eux ne savent même pas que j'ai le virus de l'immunodéficience humaine à la base, donc c'est un point particulièrement délicat. Je ne leur ai pas caché au début parce que j'avais honte, c'est plutôt que je pensais que j'allais devoir rassurer et éduquer tout le monde, et honnêtement, après avoir survécu au début difficile, je n'avais tout simplement plus l'énergie pour ça. Et oui, je sais que ça me retombe dessus maintenant. Mais à part cette première conversation gênante, je ne sais tout simplement pas combien de temps cela va durer, et les médecins pourraient encore trouver quelque chose qui fonctionne, et je ne mourrai pas du tout, et alors j'aurais bouleversé ma vie pour rien. Je ne laisserai pas les choses aller jusqu'à la fin sans en parler à personne. Je ne veux juste pas tout faire pour un simple peut-être, peut-être pas. Surtout que même dans le pire des cas, ça prendra probablement des années. Je leur annoncerai quand ce sera vraiment incontournable, ok ? Je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis ici. Je suppose que recevoir mes résultats sanguins pourris la semaine dernière, juste avant d'aller au dîner de famille et d'écouter mes frères et sœurs faire tous leurs super projets à long terme, m'a juste laissé un peu déprimée. À ceux d'entre vous qui ont eu des mots gentils, merci. À ceux qui ont eu des paroles moins gentilles, je suis sûre que vous êtes quand même adorables la plupart du temps. Ces fils de discussion sur Ask-Reddit incluent généralement au moins quelques confessions de ce genre, venant de personnes en fin de vie qui ne prévoyaient pas d'en parler à leur famille, et il y a toujours parmi les commentaires certains des plus tristes, mais aussi des plus complexes concernant ce qu'il vaudrait mieux faire. D'un côté, si quelqu'un est en phase terminale, c'est en quelque sorte son affaire. Évidemment, cela affectera la famille d'une manière ou d'une autre, et il faut en tenir compte, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à révéler quelque chose sur lui-même s'il ne le souhaite pas. D'un autre côté, beaucoup de gens aimeraient savoir si quelqu'un de proche est en train de mourir afin d'avoir l'occasion de dire au revoir, de profiter au maximum du temps qu'il reste et de s'assurer qu'ils n'ont aucun regret ou rien laissé sans être dit. Je suppose que c'est simplement une question de savoir si vous préférez être choqué par une mort que vous n'aviez pas vu venir, ou si vous préférez que vos derniers mois, années, ou peu importe le temps qu'il vous reste avec cette personne, soient assombris par un nuage noir parce que vous savez qu'elle va bientôt partir et que chaque fois que vous la voyez pourrait être la dernière. Je ne sais pas s'il y a moins de souffrance dans un cas ou dans l'autre. C'est soit une longue période de douleur qui perdure, soit une douleur soudaine qui vous frappe d'un coup. Quant à l'auteur de ce commentaire, je peux comprendre que sa situation soit un peu plus complexe que d'autres parce que sa famille ne sait même pas qu'il a le virus de l'immunodéficience humaine et malheureusement, il y a encore une stigmatisation autour de cela. Parmi les nombreuses idées fausses sur la façon dont il se transmet et sur les personnes concernées, certaines pensent encore que c'est une condamnation à mort, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. La plupart des personnes séropositives sous traitement ne développeront pas le syndrome d'immunodéficience acquise. En fait, si elles commencent le traitement tôt, leur espérance de vie est à peu près la même que celle des personnes qui n'ont pas le virus de l'immunodéficience humaine et elles peuvent vivre longtemps et en bonne santé. Le traitement peut même réduire la charge virale à un niveau où le virus de l'immunodéficience humaine n'est plus détectable et ne peut plus être transmis à d'autres personnes. Des recherches sur des traitements curatifs sont en cours, l'avenir semble donc prometteur. Il existe également des médicaments préventifs qui peuvent être pris pour réduire considérablement le risque d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine chez les personnes les plus à risque. Ce n'est certainement plus une condamnation à mort. Le plus important est de se faire dépister si vous pensez avoir pu le contracter pour commencer un traitement et continuer à vivre normalement. Malheureusement pour auteur du post, il semble qu'il soit dans une situation rare où le médicament a cessé d'être aussi efficace et que les autres options ne semblent pas très prometteuses non plus. Mais cela ne veut pas dire que tout espoir est perdu. Il existe plus de 30 médicaments antirétroviraux approuvés par la Food and Drug Administration qui peuvent traiter le virus de l'immunodéficience humaine. Il est tout à fait possible que certaines combinaisons ne fonctionnent pas pour auteur du post, mais que d'autres, oui. Il a fait ce commentaire il y a presque 2 ans et il y a 19 heures, au moment où j'écris ce script, il est toujours en vie et publie encore sur Reddit.
J'espère sincèrement que cela signifie qu'il a trouvé un meilleur traitement et qu'il pourra continuer à vivre sainement. J'aimerais beaucoup connaître vos avis dans les commentaires, ainsi que les autres sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Un grand merci à mes membres Ko-fi et de la chaîne, dont les noms s'affichent à l'écran. Votre soutien est très apprécié. Merci d'avoir regardé, à la prochaine dans une nouvelle vidéo.